Les années 50. C'était le temps où l'aviation commerciale était synonyme de rêve et de luxe. C'était le temps où les avions étaient encore à hélice et affichaient des lignes élégantes et rustiques. C'était le temps où les passagers étaient peu nombreux et chaque vol était magique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol United Airlines 718. Le ciel était alors grand et vaste, et surtout presque désert. Mais les années 50, c'est aussi la construction du monde aérien moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et cette construction parfois s'est faite au prix de vies humaines foudroyant en plein ciel. Bon sang! Voici l'histoire du vol United 718. We are in an emergency. En 1956, l'aéroport de Los Angeles n'a que peu de rapport avec la gigantesque plateforme aéroportuaire que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont les derniers mois du règne absolu des avions à hélice. L'un des premiers avions à réaction, le Boeing 707, arrivera 2 années plus tard. Aujourd'hui, le vol United 718 à destination de Chicago est assuré par un DC-7. Un quadrimoteur long courrier construit par l'américain Douglas est capable de franchir 9000 km à la vitesse phénoménale pour l'époque de 650 km/h. Excusez-moi, monsieur, il est interdit de fumer avant le décollage. Le voyage aérien est encore un luxe dans les années 50 et est peu développé même aux États-Unis. La Californie, un des États pourtant les plus riches, ne compte par exemple que 117 avions en service. The girls were off, bound for New York. They were walking on air even before they got on board. Prendre l'avion, c'était prestigieux, notamment parce que ça coûtait cher. C'était donc réservé à une élite. C'était un signe extérieur de richesse. Expertly prepared and tastefully served. C'était un moment particulier. Le DC-7 est un des premiers appareils mis en service capable de traverser les États-Unis d'est en ouest sans escale. À cette époque, les gens qui prenaient l'avion ne voulaient plus jouer leur vie. C'était devenu inacceptable. Il était temps de rendre l'aviation commerciale plus fiable, de faire de la sécurité non plus l'exception, mais la règle. Ce soir, messieurs, on dîne à Chicago. Alors, il me tarde de dîner. Porte fermée et verrouillée. Le DC-7 est équipé de 4 moteurs Wright, 18 cylindres, de 3500 chevaux chacun. De vrais petits bijoux de mécanique, mais demandant un entretien régulier et une attention très soutenue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol United Airlines 718. Notre commandant de bord s'appelle Bob Shirley et vous êtes entre de très bonnes mains. Bob Shirley, le commandant de bord, a 48 ans et 17 000 heures de vol à son actif. Pour la pratiquer depuis presque un an, il connaît la ligne Los Angeles-Chicago par cœur. Bob Shirley était un excellent pilote. À l'époque, Clay Lacy était également pilote chez United. Et ce jour-là, il se trouvait lui aussi à Los Angeles. C'était un pilote extrêmement respecté. Il adorait l'aviation. Il possédait même son propre avion. Le TWA a un peu de retard ce matin, non? Robert Arms, le copilote âgé de 36 ans, n'est pas non plus un débutant. Pilote vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il est également instructeur. Nous, on est à l'heure et j'espère qu'on va le rester. J'ai déjà fait les 3 premières pages de la checklist. Enfin, le troisième homme s'appelle Gérard Fior. C'est le mécanicien navigant. Moteur numéro 1. Tour minute 2100. Le mécanicien navigant avait beaucoup de travail. Il lui fallait ajuster chacun des moteurs, cylindre par cylindre. Vérification des magnétos. Gauche. Droite. Les deux. Nombre tour minute correct, gauche et droite. Vérifier la température, le mélange air-carburant, les volets de capot et j'en passe pour que les moteurs fonctionnent au maximum de leur capacité. Température culasse dans le verre. Bien, docteur Fiore, nous sommes bénis des dieux ce matin. Il est tout à vous, commandant. Tandis que l'appareil attend l'autorisation de rouler vers la piste,
Le vol TWA pour Kansas City est prêt au décollage. TWA-02, autorisé à décoller piste 2-5 droite. Bien reçu. TWA-02, autorisé en 2-5 droite. United 718, roulez pour le seuil de la 2-5 gauche et maintenez position. Vous êtes numéro 2 au décollage. United 718, on roule pour le seuil de la 2-5 gauche et on maintient position. Ce matin-là, le vol 718 est à l'heure. La ponctualité est évidemment importante, notamment pour les passagers qui ont des correspondances. Plus on créait des vols, plus les passagers affluaient. On était sûr d'avoir toujours plus de monde à bord. United 718, autorisé au décollage. Autorisation de décollage. Poussée de décollage. 80 nœuds. Correct. 120 nœuds. V1. Rotation. À 9h04, le DC-7 décolle de Los Angeles à destination de Chicago. Le temps de vol est estimé à 6 heures. Dans la région de Los Angeles, l'avion va devoir suivre une route précise imposée par le contrôle aérien. Mais une fois sorti de cette zone, le commandant pourra choisir sa route, en respectant juste le survol obligatoire de quelques points de report fixes. Les pilotes pouvaient dévier de leur parcours, ce n'était pas interdit. On n'avait pas les radars sophistiqués que l'on a aujourd'hui. À l'époque, dans les années 50, on voyait le ciel comme un grand espace libre. De toute façon, il y avait bien moins d'avions qu'aujourd'hui. Madame, puis-je vous proposer quelque chose à boire? Les moteurs ronronnent, monsieur Fiore. Comment vont les températures? Elles sont stables, même si on pompe un peu trop de carburant. À l'époque, les pilotes tenaient beaucoup à faire plaisir aux passagers. Bien, je pense qu'il est temps de me présenter. Allez, faites-vous plaisir. Mesdames et messieurs, ici le commandant Bob Shirley. Nous avons une très belle journée aujourd'hui. Nous avons presque atteint notre altitude de croisière de 21 000 pieds, ce qui correspond à environ 6 000 mètres. À peine 10% de la population avait déjà pris l'avion. Du coup, on essayait de rendre l'expérience la plus agréable possible pour attirer de nouveaux voyageurs. Après 54 minutes de vol, le DC-7 survole son second point de report. United 718, Vertical Needles, à 9h58, altitude 21 000 pieds. Ciel dégagé, itinéraire direct sur Durango. Survol estimé de Painted Desert Line à 10h31. 10h31. Le point de report suivant, la limite de Painted Desert, se situe à une trentaine de minutes. Dans la demi-heure qui va suivre, je vais essayer de vous offrir des panoramas D'exception, gardez bien le nez collé au hublot. Nous entrons en Arizona. À droite, vous apercevez le lac Havasu. À notre altitude, il fait moins 23. Alors surtout, n'ouvrez pas les vitres. À l'horizon, l'équipage remarque des nuages d'orage et décide de les contourner. À l'époque, quand on voyait des nuages noirs à l'horizon, on faisait un détour pour éviter l'orage. Mais comme il n'y avait pas encore de radar, on n'avait même pas besoin de le signaler. Mesdames et messieurs, le temps Se gâte, on risque d'être un peu secoué. Ne vous inquiétez pas, gardez les yeux grands ouverts et profitez de la superbe vue, où que vous soyez assis dans la cabine. Bob, vous voyez quoi de votre côté? Orage à 8 km au sud, mais on en est loin. Bon sang! L'avion part soudain dans un piqué brutal, semant la terreur chez les passagers. Vire! Allez, petit, vas-y! De régulation à United 718, vous me recevez? Les appels radio ont beau se multiplier, aucun avion ne survole la limite de Painted Desert. De régulation à United 718, vous me recevez? Le contrôle aérien régional est assuré par le centre de Salt Lake City, en Utah, à 800 km de là.
Contrôle de Salt Lake. À l'époque, les contrôleurs ne sont pas en contact direct avec les pilotes, mais avec les régulateurs des compagnies aériennes qui, eux, sont en liaison radio avec leurs avions. Ce jour-là, à 10h51, le contrôle de Salt Lake reçoit un coup de fil très inquiétant du régulateur de United. Salt Lake. Compris. United 718, retard de 20 minutes à Painted Desert. Quelques instants plus tard, le régulateur de TWA appelle lui aussi le contrôle. Salt Lake de TWA, le vol 02 ne répond pas. Compris. TWA 02, retard de 20 minutes à Painted Desert. Nous avons perdu le contact. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un incident. Deux avions, le United 718 et le TWA 02, tous deux en provenance de Los Angeles, ne se sont pas signalés en passant la limite de Painted Desert. Et les deux vols affichent un même retard de 20 minutes. Contrôle de Salt Lake à TWA 02. Vous me recevez? À l'époque, les contrôleurs n'étaient pas équipés d'écrans radar, donc ils se rendaient compte que quelque chose n'allait pas uniquement quand les pilotes, censés signaler leur position à chaque point de report, ne donnaient plus signe de vie à la radio. Contrôle de Salt Lake à TWA 02, vous me recevez? 70 personnes sont à bord du vol TWA et 58 à bord du DC-7 de United. Pour les contrôleurs, le silence des deux appareils commence à être franchement inquiétant. Ce matin-là, j'avais effectué le vol Los Angeles-Denver à bord d'un DC-6. On avait survolé Bryce Canyon à peu près au même moment où le contrôle appelait le United 718. Contrôle de Salt Lake. Vous me recevez? Ils essayaient de les joindre environ toutes les 30 secondes. Je me souviens que Slim, qui était le patron de Bob Shirley, avait dit « Oh, c'est sûrement parce que Bob n'écoute pas sa radio. » Au bout d'une heure de silence, l'évidence apparaît. Les deux avions sont portés disparus et l'alerte au sol est lancée pour tenter de les retrouver en plein désert de l'Arizona. C'est à Painted Desert qu'on aurait dû avoir des nouvelles d'au moins l'un des deux vols. Mais aucun des deux ne s'est manifesté. C'est certainement à ce moment-là que les contrôleurs ont commencé à craindre le pire. À l'époque, avant l'invention des balises de détresse et des systèmes de radar dont sont équipés les appareils actuels, retrouver un avion, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais les recherches sont rapides. Le lendemain matin, les secours retrouvent les épaves des deux avions. On les a trouvés? Les débris des deux vols sont localisés à peu de distance au cœur du Grand Canyon. Un certain Palen Hodgins, qui était pilote d'une visite guidée aérienne, a eu vent de la disparition des deux avions. Il a alors survolé la zone à la recherche d'indices. Il a fini par apercevoir de la fumée au niveau de Shuar-Butte, dans le canyon. Les débris du DC-7 sont accrochés à 210 mètres de hauteur sur la paroi du canyon. Quant aux constellations, il gît à 2 km de là, au fond du Grand Canyon. Il a tourné dans la zone, il s'est rapproché et il a vu la pièce la plus reconnaissable de toute l'aviation civile de cette époque. La queue d'une constellation avec ses trois pointes. Il n'y avait pas d'erreur possible. Il y avait un avion sur une corniche. Il y avait des débris au fond des crevasses, des moteurs et des morceaux d'épave éparpillés un peu partout. Évidemment, pour les sauveteurs, la mission est délicate dans ce lieu difficilement accessible. Quand on parle d'accident dans le Grand Canyon, on parle de milieux hostiles, inaccessibles, lointains et dangereux. Richard Rodriguez est un ancien du bureau d'enquête de l'aviation civile américaine. Selon l'endroit où on se trouve, on peut être à plus de 3000 mètres du fond du canyon. C'est très dangereux de travailler là. Il faut du temps aux enquêteurs pour découvrir les débris du constellation de la TWA. Évidemment, il n'y a aucun survivant. Et l'épave du DC-7 est encore plus difficile à atteindre.
These are mountaineers from Denver's Rocky Mountain Rescue Club. Near the rim of the Grand Canyon Gorge, they collect their gear. These mountaineers will attempt to scale the steep walls from the floor of the canyon in order to reach an abutment on which rests the shattered wreckage of the United Airlines DC-7. Pour le vol 718 de United, là aussi il n'y a aucun survivant. Reste maintenant à comprendre ce qui s'est passé. C'est le travail du bureau d'enquête de l'aviation civile. The Grand Canyon is a graveyard for 128 passengers and crew of 2 airliners which crashed on peaks little more than a mile apart. The impact reduced the wreckage to carbonized smears of paint and metal. None survived. À l'époque, c'est une des pires catastrophes aériennes survenues aux États-Unis. La confiance du public dans l'aviation commerciale est ébranlée. Nous n'avions pas l'habitude de tragédies pareilles qui font autant de victimes, en particulier dans l'aviation civile, alors en plein essor. Il arrivait assez fréquemment que de petits avions s'écrasent ici ou là, mais pas les gros avions de ligne censés être parmi les plus fiables. Les enquêteurs sont transportés par hélicoptère sur la zone des crashs. Un enquêteur est toujours très motivé pour trouver les causes d'un accident et proposer ensuite des mesures pour éviter qu'il ne se reproduise. L'enquête est dirigée par Jack Parshall, une légende de l'aviation américaine. Non seulement c'est un pilote hors pair, mais il a lui-même survécu à plusieurs crashs. Jack Parshall était un pionnier. Il avait piloté des avions postaux. Au fil des années, il avait tout vu, tout fait. Il s'était lui-même écrasé 4 fois. C'était la personne idéale pour mener à bien l'enquête et découvrir les tenants et les aboutissants de ce drame. Très bien. Essayons de faire le tri. Commençons par cartographier tout ça. La disposition des débris au sol peut en apprendre beaucoup sur l'enchaînement des événements. Mesdames et messieurs, le temps se gâte. On risque d'être un peu secoué. Qu'est-ce que vous voyez de votre côté? Orage à 8 km au sud, mais on... Les 2 avions ont-ils pu se faire piéger par un orage, dont les turbulences les auraient mis dans une situation dangereuse? Bon sang! Évidemment, en 1956, les moyens d'enquête mis à disposition de Jack Parshall sont très limités. La technologie en la matière est encore balbutiante. Si on compare les outils du Bureau de la sécurité des transports aux outils qu'ils avaient à l'époque, c'est le jour et la nuit. Ça n'a plus rien à voir. À l'époque, ils avaient très peu de matériel. En fait, Jack Parshall ne dispose que de 2 armes, son expérience et les milliers de débris. Voilà ce qu'il reste du cockpit. Les avions n'étaient pas équipés de boîtes noires comme aujourd'hui. Et du coup, les enquêtes se faisaient à l'instinct. C'est d'ailleurs à cette époque que le concept d'enquête sur les accidents aériens s'est développé. Une température à faire fondre l'aluminium. Difficulté supplémentaire, l'incendie qui a suivi le crash a endommagé les débris, rendant la découverte de la vérité encore plus difficile. Où est la queue du Constellation? D'accord. Allons jeter un œil. Un indice intéressant. La queue du Constellation est retrouvée à quelques 500 mètres du fuselage. Bien, bien, bien. Jack Parshall en déduit que la queue s'est probablement séparée du reste de l'avion avant l'impact avec le sol. Auquel cas, quelque chose s'est produit durant le vol. Et ce quelque chose est probablement la cause de l'accident. Vérifions ça. Un autre indice. Les traces d'un choc violent sont retrouvées sur les débris du Constellation. Et surtout, certains débris ont des marques de peinture bleue. Il va falloir apporter ça au hangar. Encore un indice. À 700 mètres de l'épave du Constellation, les enquêteurs découvrent un morceau de l'aile du DC-7 taché de peinture rouge. Un débris retrouvé loin du fuselage, preuve que lui aussi s'est détaché en plein vol. C'était la preuve.
Quand vous tombez sur une marque rouge d'une pièce d'un avion qui n'est pas rouge, ça vous met sur la piste de quelque chose qui n'a rien à voir avec cet avion qui a décollé de Los Angeles. C'était l'un des indices qui leur a mis la puce à l'oreille. Une hypothèse hautement improbable commence à prendre corps. Chaque avion a laissé sa peinture sur l'autre. La perte des deux avions de ligne n'est pas due à un orage. Bon sang! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais à une collision en plein vol. Imaginez l'équipage du DC-7 qui voit arriver la masse blanche d'un Constellation droit sur lui. Pendant un quart de seconde, il a dû être complètement stupéfait. Bon Dieu! Vire! Allez, petit, vas-y! Heureusement, les pilotes expérimentés ont un instinct incroyable. Bob Shirley a sans doute fini par empoigner le manche et l'incliner pour tenter de changer de cap. Mais c'était déjà trop tard. La collision du Grand Canyon est une des catastrophes majeures de l'histoire de l'aviation commerciale. C'est vraiment un tremblement de terre qui a eu lieu ce jour-là. Et les conclusions de Jack Parshall vont changer à tout jamais les règles de l'aviation civile. Mais avant d'en arriver là, l'enquêteur doit d'abord répondre à deux questions concernant la collision. Comment et pourquoi? Vous voulez bien amener les pièces ici? Merci, les gars. Pour reconstituer les dernières secondes du vol, Jack Parshall ne dispose que de quelques morceaux de tôle disloqués et de traces de peinture. C'était un sacré défi. Les enquêteurs ont observé les débris des deux avions afin de comprendre ce qu'il s'était passé. Ils ont même utilisé des maquettes pour reconstituer la collision et comprendre comment l'aile de l'un avait heurté le fuselage de l'autre. Bien, voyons quels indices on a sur le DC-7. Ils ont tenté de reconstituer un scénario concordant avec les précieux indices dont ils disposaient, notamment les traces d'impact et de peinture. Prenez une photo, s'il vous plaît. À partir des seules traces de peinture, l'enquêteur va conclure que l'aile gauche du DC-7 a heurté le Constellation par l'arrière. C'était évident que le DC-7 avait doublé le Constellation par la droite. Et lui avait littéralement arraché la queue au passage. Coupé en deux, le Constellation a immédiatement plongé vers le Grand Canyon, 5000 mètres plus bas. Le DC-7 a perdu une partie de son aile gauche et un de ses moteurs. Quels sont les dégâts? On a perdu le numéro 1. Vitesse 60. Redresse-toi. 8000 maintenant. On peut réchapper à une collision en plein vol, même si c'est un vrai coup de chance. Tout dépend des dégâts que l'avion a subis. Il faut qu'il soit encore en état d'être piloté. Moins d'une minute après la collision en plein ciel, le Constellation de la TWA percute le sol. Alors qu'à bord du DC-7, les pilotes se battent avec l'énergie du désespoir pour éviter le pire. Et redresse! L'avion s'est incliné de plus en plus sur la gauche et a fini par devenir incontrôlable. Jack Parshall a réussi à reconstituer le déroulement de la tragédie. Il doit maintenant expliquer pourquoi elle est arrivée. Chaque appareil suivait une route précise, à une altitude différente. Et il n'aurait jamais dû se retrouver au même endroit, au même moment. Bon sang! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Comment expliquer l'inexplicable? Today, the only 3 bodies found from the United Airlines plane were brought up by helicopter. Here, Army, CAB, and airline officials talk over future operations as this somber announcement is made. That next Monday, a single reverent burial service in 3 faiths is planned at Flagstaff, Arizona, for the unidentified victims of the 2 planes. Le crash du Grand Canyon a choqué tout le monde. Le pays tout entier a immédiatement réagi.
Parshall était pleinement conscient des enjeux majeurs de son enquête. Il savait que la moindre erreur aurait des conséquences incroyablement négatives sur cette industrie en plein essor. Les enquêteurs continuent d'analyser les épaves des deux avions qui sont entrés en collision au-dessus du Grand Canyon. L'enquêteur passe au crible les plans de vol des deux appareils. Ils sont tous les deux partis de Los Angeles. United 718, roulez pour le seuil de la 2-5 gauche et maintenez position. Voyons voir. Le 718 a été autorisé pour le couloir Green 5 de LA, à Palm Springs. Puis Needles, et jusqu'à Painted Desert Line, ici à 21 000 pieds. Le TWA lui a été autorisé sur le couloir de Lumber 5 en direction de Daggett et a croisé Painted Desert Line à 19 000 pieds. Aucun des deux n'aurait dû se trouver au-dessus du Grand Canyon. Clairement, les deux appareils ont dévié de la route prévue sur leur plan de vol. Une pratique courante dans les années 50. À l'époque, les pilotes préparaient en effet un plan de vol qui suivait les couloirs aériens. Mais dès qu'ils avaient décollé et qu'ils étaient sortis de l'espace aérien très fréquenté de l'aéroport, ils n'hésitaient pas à suivre un autre itinéraire et à prendre des chemins de traverse. Faute de boîte noire, et donc d'enregistrement de conversation dans le poste, les enquêteurs essaient de reconstituer l'itinéraire réel des deux avions à partir des échanges radio avec le sol. United 718, on passe le point de report de Palm Springs. United 718, vertical Needles, à 9h58, altitude 21 000 pieds. Ciel dégagé. C'est le dernier point de report signalé. Itinéraire direct sur Durango. Survol estimé de Painted Desert Line à 10h31. 10h31. Ils avaient 33 minutes. Comment se fait-il qu'ils n'y soient pas arrivés? Pour chercher la réponse, Jacques Parshall se replonge dans le plan de vol du Constellation de TWA. Voyons ce qu'a fait le TWA. TWA 02, autorisé à décoller, piste 2-5 droite. Bien reçu. TWA 02, autorisé en 2-5 droite. Le vol TWA a décollé 3 minutes avant le DC-7 de United et a pris un cap au nord-est vers son premier point de report, Daggett. TWA 02 en route pour Kansas City, vertical Daggett, à 19 000 pieds. Bien reçu, TWA 02, 19 000 vertical Daggett. Le commandant du Constellation s'appelle Jack Gandy. Avec 15 000 heures de vol, il a autant d'expérience que le commandant Shirley. Et lui aussi connaît la ligne par cœur, il l'a faite plus de 200 fois. Bonjour, régulation. Ici TWA 02. Le temps est orageux, on voudrait passer au-dessus de la couche si possible. Pouvez-vous demander à Salt Lake l'autorisation de monter à 21 000 pieds? Bien reçu, TWA 02. Demandons l'autorisation de monter à 21 000 pieds. Donc, TWA a demandé 21 000. Salt Lake les a autorisés? Non. La demande a été refusée à cause d'un conflit de trajectoire. Prévenez TWA 02. Demande rejetée. Le couloir supérieur est occupé. Autorisation refusée pour monter à 21 000. United 718 s'y trouve déjà. Mais le commandant n'a pas le choix. Il doit éviter les nuages d'orage extrêmement dangereux. Il faut qu'on passe au-dessus de ce bazar. Il décide alors de passer en vol à vue, appelé VFR. Bien reçu. Prévenez Salt Lake que je passe en VFR à 1000 pieds au-dessus de la couche. Salt Lake, TWA 02 demande à passer en VFR à 1000 pieds. Maintenez au moins 1000 pieds. Prévenez TWA 02 de la présence de United 718 en direction de Durango. Le Constellation est autorisé à monter de 1000 pieds pour survoler les nuages. À lui ensuite d'assurer visuellement sa sécurité vis-à-vis du vol 718.
Eh bien, ils avaient une procédure pour monter à 1000 pieds au-dessus, ce qui voulait dire que vous restiez à 1000 pieds au-dessus des nuages. Mais il fallait rester à vue et en VFR pour surveiller le trafic. Donc, à Daggett, il demande de passer en VFR à 1000 pieds. C'est bien joli, mais qu'est-ce que ça lui apporte? Son report suivant est fait de Mojave à 9h59. Transworld 02, nous survolons le lac Mojave en VFR à 21 000 pieds. Passage au-dessus de Painted Desert vers 10h31. 30 minutes plus tard, le Constellation confirme qu'il est toujours à 21 000 pieds. 21 000 pieds. Maintenant, ils sont tous les deux au même niveau. Ils pouvaient voler à l'altitude qu'ils voulaient, tant qu'ils maintenaient 1000 pieds au-dessus de ces nuages. Donc ils ont grimpé de 1000 pieds et ils se sont retrouvés tous les deux à l'altitude de 21 000 pieds. Voilà comment les deux appareils se sont retrouvés à la même altitude. Mais cela n'explique pas pourquoi ils ont dévié de leur route, ni comment ils se sont retrouvés sur des trajectoires convergentes. Bon sang! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Allez, redresse! Cette réponse, Jack va la trouver au fin fond du Grand Canyon. Un des sites les plus impressionnants au monde. On leur montre le paysage? D'accord, commandant. Les pilotes faisaient souvent un détour au-dessus du Grand Canyon pour que les passagers aient l'occasion d'admirer le paysage. En fait, ça arrivait sur chaque vol parce que la vue sur le Grand Canyon est grandiose. Wonderful sights to see way down below. The Grand Canyon, for instance, one of the 7 wonders of the world. Les pilotes les plus chevronnés adoraient éblouir les passagers en survolant des paysages exceptionnels. Regardez ce que je vous montre. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Je vais vous émerveiller en vous montrant ce que les gens qui ne prennent pas l'avion ne peuvent pas voir. Gardez les yeux grands Ouverts et profitez de la superbe vue où que vous soyez assis dans la cabine. Bob, vous voyez quoi de votre côté? Orage à 8 km au sud, mais on en est loin. D'accord, on a de la marge. Vous aviez le droit de dévier un petit peu votre trajectoire pour faire voir des paysages aux passagers. Ce n'était pas dangereux, absolument pas. Bon sang! Une manœuvre considérée non dangereuse jusqu'à ce 30 juin 1956. L'enquêteur veut maintenant comprendre comment une pratique aussi courante à l'époque a pu faire 128 victimes. Dès les tout débuts de l'aviation, les pilotes ont suivi 2 règles. Voir et éviter, et voir et être vu. À l'époque, ce sont les pilotes qui étaient responsables d'éviter les autres vols. Il est établi que le DC-7 a percuté le Constellation par l'arrière, du côté droit. Donc au moins un des 2 pilotes n'a pas assuré la règle du voir et éviter. Reste à déterminer lequel. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Les conclusions de Jacques Parchal sur ce point vont être lourdes de conséquences pour l'aviation civile. Voyons ce que le commandant Shirley voyait réellement à l'extérieur. En reconstituant en modèle réduit le pare-brise du DC-7 et en se basant sur la vitesse estimée des 2 avions, l'enquêteur essaie de calculer la distance à laquelle les pilotes du DC-7 ont pu apercevoir le Constellation. Que voyaient les membres d'équipage depuis leur poste de pilotage respectifs? Pouvaient-ils se voir l'un l'autre? Et surtout, ont-ils tenté de s'éviter? Donc, s'ils se sont heurtés comme ça, revenons en arrière de quelques minutes. Voilà sans doute les questions que l'enquêteur en chef s'est posées. Son équipe et lui se sont alors mis au travail à partir des preuves dont ils disposaient. Je vais avoir besoin de vous, là-bas. Et Jacques Parchal commence sérieusement à douter de la fiabilité de la règle voir et éviter. Très bien, continuez. Continuez. Je vais vous dire la vérité sur l'aviation commerciale des années 50 et même de nos jours. On a beau demander aux pilotes de voir et éviter les autres avions, c'est dans la plupart des cas impossible. Les pare-brises sont beaucoup trop petits. Reculez encore un peu. Encore. Continuez. Stop. Faites un pas en avant. C'est là. C'est à cette distance-là que Shirley a aperçu le Constellation. Le DC-7 est arrivé sur le Constellation par l'arrière. C'était donc à son commandant de l'éviter. Mon Dieu! Vire! Allez, petit, vas-y! Mais le commandant l'a vu trop tard et n'a pas eu le temps de corriger sa trajectoire.
Il y a des règles de base. Dans une situation d'urgence, c'est toujours l'avion qui est positionné derrière l'autre qui doit libérer le passage. Les pilotes ont-ils été distraits ou simplement absorbés par une forte charge de travail? Avec les moteurs à piston, il fallait en permanence ajuster les gaz, les hélices et le nombre de tours par minute. Les moteurs ronronnent, monsieur Fiore. Comment vont les températures? Elles sont stables, même si on pompe un peu trop de carburant. Piloter ce type d'avion, c'est énormément de travail. Ça fait 8 kilomètres. D'après les calculs de Jacques Parchal, le Constellation est entré dans le champ visuel du DC-7 2 minutes avant la collision. Pour le commandant Shirley, largement de quoi entamer une manœuvre d'évitement. Bon sang! Bon Dieu! Allez, petit, vas-y! Pourtant, il n'a rien fait jusqu'aux toutes dernières secondes. L'explication de cette inaction réside peut-être dans les échanges radio avec le sol. TWA-02. Le temps est orageux, on voudrait passer au-dessus de la couche si possible. Pouvez-vous demander à Salt Lake l'autorisation de monter à 21 000 pieds? Ce jour-là, la météo au-dessus de l'Arizona est à l'orage. Mesdames et messieurs, le temps Se gâte, on risque d'être un peu secoué. Bob, vous voyez quoi de votre côté? Orage à 8 km au sud, mais on en est loin. D'accord, on a de la marge. Ils volaient comme des imbéciles heureux, si vous passez l'expression. Comme si tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. L'hypothèse la plus probable est une visibilité très réduite à cause des orages. Conséquence, le DC-7 a découvert le Constellation à la dernière seconde. Boum. La collision était inévitable. Ils n'ont eu que quelques secondes pour détecter le danger, analyser la situation et prendre la décision de corriger leur trajectoire, sans compter le temps d'inertie de réaction de l'avion. Je crois qu'aucun des pilotes des deux vols n'avait conscience de se trouver beaucoup trop près d'un autre avion, jusqu'à ce que soudain, le DC-7 contourne un nuage et se retrouve juste derrière le Constellation. Quant à l'équipage du Constellation, je doute que dans leurs derniers instants, ils aient compris ce qui leur arrivait. Jacques Parchal doit maintenant publier son enquête et rendre ses conclusions. La pression est terrible, car la réputation de toute l'industrie aéronautique est en jeu. Notre rôle, c'est avant tout de prévenir les accidents en empêchant que les mêmes circonstances n'aboutissent à un autre drame. Mais à l'époque, vu la gravité du crash qui a fait 128 victimes, pour les deux compagnies aériennes impliquées dans la collision, il s'agissait de déterminer qui était coupable et laquelle des deux était à blâmer. Évidemment, comme souvent, les pilotes font figure de coupables idéaux. Autorisation refusée pour monter à 21 000. United 718 s'y trouve déjà. Certains accusent Jack Bundy, le commandant du Constellation. Bien reçu. Prévenez Salt Lake que je passe en VFR à 1000 pieds au-dessus de la couche. C'est lui qui a voulu monter à 21 000 pieds, l'altitude du DC-7 dont le contrôle lui avait signalé la présence. Pourtant, au regard des règles de navigation de l'époque, le vrai responsable est le commandant du DC-7, Bob Shirley. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? D'un point de vue purement technique, c'est normalement l'avion qui arrive derrière l'autre qui a la responsabilité légale d'éviter l'avion qui le précède. C'est là! Seulement, d'après la reconstitution de l'enquêteur, le commandant du DC-7, faute de visibilité, n'avait aucune chance d'éviter la collision. Je crois qu'il est juste de dire que ces deux équipages n'ont fait que suivre de leur mieux les règles en cours à l'époque. 21 000 pieds. Ils sont tous les deux au même niveau. C'est comme ça qu'on voyait les choses dans l'aviation à ce moment-là. Le contrôle aérien est également sur la sellette, car il n'a prévenu qu'un seul des deux avions, en l'occurrence le Constellation,
de leur présence simultanée à la même altitude dans le même espace. Maintenez au moins 1000 pieds. Prévenez TWA-02 de la présence de United 718 en direction de Durango. On s'est mis à accuser tout le monde. C'est un réflexe humain, tout à fait compréhensible. Mais aller jusqu'à accuser les contrôleurs aériens, là c'était vraiment déplacé. Sans couverture radar, les contrôleurs en 1956 ne pouvaient suivre la trajectoire de tous les vols, et encore moins tenir informée la régulation des compagnies de la position exacte de chaque avion. Je crois qu'en cherchant à tout prix des coupables, on passe à côté des causes réelles de l'accident. Jack Parshall en est convaincu. Il n'y a pas un seul responsable à ce drame. Ce sont les règlements aériens de l'époque qui ont permis que les trajectoires de ces deux avions se croisent. En fait, derrière les hommes, c'est le système du contrôle aérien de l'époque qui est carrément mis en cause. Il était important que les conclusions du rapport soient suffisamment claires pour faire réagir le Congrès et l'opinion publique américaine. Et ça a été tout à fait le cas. Dans cette affaire, aucune règle n'avait été enfreinte, puisqu'il n'y avait pas de règle. Le concept de contrôle aérien était inexistant. Il fallait résoudre rapidement ce problème si on voulait atteindre le niveau de sécurité que les gens attendaient. Le rapport d'enquête de Jack Parshall va entraîner des changements majeurs dans l'aviation civile américaine. Suite au drame, l'industrie aéronautique a connu un véritable renouveau et les gens ont exprimé un intérêt grandissant pour le transport aérien. Tout cela grâce aux nombreuses innovations en matière de systèmes de prévention des collisions en vol. Ces systèmes sont d'ailleurs toujours utilisés aujourd'hui. Une des principales conséquences, les États-Unis ont bâti une couverture radar couvrant l'ensemble de leur territoire. Aujourd'hui, les contrôleurs peuvent suivre en temps réel chaque appareil en vol. Le seul moyen d'éviter qu'un accident de ce type se reproduise, c'est de permettre aux contrôleurs de suivre les avions et d'éviter qu'ils ne volent trop près les uns des autres. Les pilotes n'ont plus le droit de changer d'altitude quand bon leur semble. Chacun doit rester sur son couloir de vol. Pour y parvenir, il a fallu équiper tout le pays de radars. Mais la sécurité aérienne a un ennemi chaque année un peu plus redoutable. L'augmentation incessante du trafic aérien. Et malheureusement, ce type d'accident, bien qu'extrêmement rare, n'a pas totalement disparu. Pour en finir avec les collisions en vol, l'aviation civile américaine est en train de mettre en place un nouveau système baptisé NextGen. Basé sur les données GPS, il permet à chaque pilote de connaître précisément la position de tous les avions présents dans son environnement proche. D'ici 2025, le système sera généralisé aux États-Unis et chaque avion aura alors une représentation en temps réel du trafic aérien. Avec un peu de chance, la prochaine génération de contrôleurs aériens se souviendra du crash du Grand Canyon et essaiera de prendre les mesures nécessaires pour qu'une telle tragédie ne se reproduise pas. Le drame du Grand Canyon et le travail acharné de Jack Parshall ont permis à la sécurité aérienne de faire un pas de géant. Mais en la matière, n'oublions pas que rien n'est jamais joué. Quand je repense aux accidents de l'époque, j'ai toujours en tête une phrase de George Santayana, un philosophe américain qui, en 1917, a prononcé ces mots. « Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. »